Mars 2019. En voyage à New York, je passe une après-midi au Metropolitan Museum et je tombe sur ça. Des peintures complètement abstraites qui racontent pas forcément grand-chose et qui pourtant valent dans les millions. Alors même si c'est vrai, chacun apprécie les subjectivités de l'art à sa manière, je me suis quand même rendu compte qu'il y a un truc qui clochait pas trop. C'était sûrement un marché opaque et que les valorisations des pièces répondaient seulement juste pas à des critères de rareté et à la loi de l'offre et de la demande. Me voilà quasi 6 ans plus tard, je repense à cette anecdote et en faisant cette fois-ci des recherches ultra poussées. Et je tombe une fois de plus dans un rabbit hole où toutes les révélations que j'ai apprises sur ce marché dépassent l'entendement. Alors c'est vrai, j'ai pas de cacher mon pote, j'ai jamais été particulièrement sensible à l'art. Cependant, c'est un univers qui m'a toujours intrigué, je t'avoue. Tous les ans, on entend le montant de nouvelles ventes records. Et à force, je me dis qu'un truc est vraiment pas normal. C'est-à-dire que je sens l'escroquerie, j'ai un peu les voyants qui s'allument, tu vois. Et bon, maintenant tu me connais, j'aime bien fourrer mon nez dans ce genre de trucs sur ma chaîne, quitte à déranger. Ah, c'est comme ça mon pote, je peux pas m'en empêcher. Du coup, pour toi aujourd'hui mon pote, j'ai plongé dans ce monde pour comprendre comment autant d'œuvres pouvaient se vendre à des prix faramineux, parfois dépassant les 100 millions de dollars. Et si pendant des années le marché de l'art était un commerce assez discret réservé à une poignée de privilégiés, c'est devenu au cours des dernières décennies un marché bien plus mainstream, où les enchères sont parfois diffusées en live et où de nouveaux acteurs ont envahi le marché. Je vais te faire un peu le dessin mon pote. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un oligopole constitué de 3 grandes maisons, dont Sotheby's, Christie's and Phillips, qui combinent à eux trois plus de la moitié des ventes mondiales, qui se disputent des guerres féroces à coups de pierre, feuilles, papier et ciseaux, juste pour obtenir les mandats de vente. Ah si, je te jure mon pote, c'est pas une blague, on en est rendu là. Alors le marché de l'art, c'est avant tout un secteur opaque où tout est une question de perception. Si tu peux facilement estimer la valeur d'un bijou en fonction de ses matériaux en multipliant le grammage par le cours du marché, l'art c'est entièrement subjectif et ça repose sur une pincée d'informations, genre la taille et le genre, les conditions, le prix des pièces similaires, le lieu où ça a été exposé, etc. Et du coup, la valeur d'une œuvre, ça repose moins sur sa qualité artistique que sur une série de stratégies ultra bien rodées. Genre les galeries qui poussent certains artistes en limitant volontairement l'accès à certaines œuvres. Tout ça juste pour créer une fausse hype. Les maisons de vente aux enchères qui organisent des spectacles pour gonfler artificiellement les prix. Et c'est un marché qui a complètement explosé depuis la pandémie. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 68 milliards de dollars. Sauf qu'il y a un gros déséquilibre parce que c'est seulement 1% des artistes qui s'accaparent le 3/4 de la valeur totale des ventes. Et la réalité, c'est que c'est très dur en fait pour un artiste de vivre de son art, à moins de faire partie de la poignée de privilégiés qui en effet génèrent des millions. Ah ben oui mon pote, c'est plus la loi Pareto, c'est la loi Pantone, où des gros morphales viennent bouffer le gâteau et te filent juste les miettes. C'est-à-dire qu'il suffit qu'une galerie arrive à te placer dans un magazine en créant une super histoire autour de toi, ajoute un peu de mystère à la Banksy, et bim, ton gribouillis se transforme en millions. Et là, on se rend compte que le talent suffit pas, parce qu'en fait, le marché de l'art, c'est surtout une histoire de réseau et de storytelling. Et quand t'as seulement 3 gros marchands qui contrôlent plus de la moitié du marché, c'est ultra facile de dicter soi-même combien vaut une œuvre. Et bien sûr, t'as aussi les collectionneurs privés, souvent millionnaires ou même milliardaires, qui influencent le marché en fixant eux-mêmes des standards de prix. Du coup, sache que si tu te penses cool et unique parce que tu vas te claquer 10 000 balles dans une pièce d'art, tu feras toujours pas partie du club ultra privilégié des collectionneurs, où c'est ultra courant que les acquisitions se fassent en millions. Et c'est là aussi mon pote que la spéculation rentre en jeu. Parce que certains acheteurs achètent pas les œuvres juste pour leur valeur artistique, mais pour les revendre rapidement avec un profit énorme. Dans l'art contemporain, t'as ce qu'on appelle les flippers. C'est le même principe que ton voisin Algin qui attend le nouveau drop d'Air Jordan pour les revendre sur StockX dans l'heure. Genre ils achètent des œuvres d'artistes émergents pour les revendre juste quelques mois plus tard, mais à des prix multipliés par 10. Du coup, les investisseurs achètent massivement, étant donné que c'est vrai, l'art protège quand même relativement bien de l'inflation. Mais le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs ont passé des années à surpayer des œuvres en pariant sur des artistes émergents à coût de millions de dollars. Tout ça sur les promesses des marchands et des galeries d'art. Sauf que dans beaucoup de cas, certains de ces artistes new gen, ils finissent par jamais percer. Du coup, t'as beaucoup de galeries indépendantes qui ont fini par fermer, et les marchands d'art ont en fait déclaré des ventes au plus bas ces dernières années. Bon, je t'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, mais en ce moment, la Chine, c'est vraiment la hesse. Ils sont au bord de la récession et tout ça. Et forcément, les Chinois, ça représentait une grande partie des nouveaux acheteurs sur le marché ces dernières années. Sotheby's, l'une des maisons principales dont je te parlais, est en PLS total en ce moment. L'argent généré par leur vente a chuté de 43% sur l'année. La classification de leur dette, elle a été complètement plombée. Elle se retrouve maintenant dans le territoire deep junk. À savoir, excuse-moi l'expression, merde totale. En gros, ça veut dire que leur capacité à rembourser, elle est tellement éclatée au sol que personne veut leur prêter de l'argent. Et que leur dette, elle est ultra risquée en ce moment. C'est un peu comme si toi, demain, t'allais voir ton banquier pour acheter une maison alors t'es au RSA. Tu vois, genre personne va le prendre au sérieux. Aussi, le problème du marché de l'art, c'est que ça super outil
sorties pour dissimuler les fonds illégaux ou en gros faire du blanchiment d'argent, ça t'en as sûrement souvent entendu parler. Mais je te parie qu'en vrai on t'a vraiment rarement expliqué pourquoi et comment. T'inquiète mon pote, je suis là pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait une œuvre d'art a pas vraiment de valeur objective, il suffit d'une vente privée à prix gonflé en 2 parties, et bim, t'as blanchi des millions. En une seule transaction, mon pote. Ou alors, carrément la même personne qui se fait la transaction à elle-même en 2 entités fictives différentes. Du coup, c'est un véhicule ultra intéressant parce que ça permet d'avoir un objet mobile, facile d'acquisition. On peut injecter des millions en une seule transaction, où l'anonymat est de mise et qu'on peut aussi facilement stocker en sécurité. Et du coup, tu te retrouves avec des entrepôts entiers dans des paradis fiscaux, bourrés d'œuvres d'art que les propriétaires iront jamais chercher, mais qui permettent d'aller faire des transactions d'achat-revente fictives, tout ça pour blanchir leur oseille. Le port franc de Genève, ça recense aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars d'œuvres. Mon pote, c'est absolument démentiel et je parie que t'en as jamais entendu parler. Et pourtant là-dedans, tu vas trouver plus de 1000 toiles de Picasso et de plein d'autres peintres connus, bien planqués, tout ça à l'origine de transactions ultra douteuses. Et cet entrepôt auquel absolument personne n'a accès, stocke les pièces ultra rares que le grand public verra jamais et qui auraient pourtant leur place dans des expositions des musées. Et le problème, dans ce commerce mondial d'œuvres dont on connaît pas toujours la provenance, c'est que souvent, c'est des œuvres dérobées, tu vois, notamment en temps de guerre. C'est comme Daesh qui a réussi à faire écouler des œuvres volées en Syrie et les envoyer vers les marchés occidentaux, genre l'Europe ou les États-Unis, en les faisant passer par l'Asie, qui eux sont moins regardants sur l'origine des œuvres. C'est-à-dire que si t'es assez malin, t'as juste à les stocker pendant des années, genre quasi 10 ans juste pour leur créer une histoire fictive, tu les fais passer de main en main avec plusieurs opérations d'achat-vente en plusieurs marchands d'art, bien sûr, tu trafiques au passage des certificats de propriété, et bim, ça devient quasi impossible de vérifier l'origine avec certitude, et ton œuvre d'un coup se retrouve dans une vente aux enchères à New York à plusieurs millions. On peut aussi parler des arnaques totales, c'est-à-dire que 20% des œuvres sur le marché aujourd'hui sont suspectées d'être des faux, selon certaines études. D'ailleurs, en 2011, l'une des plus grandes galeries new-yorkaises, du nom de Knoedler, s'est retrouvée dans une sauce pas possible, mon pote, pour que ça fait vendre plus de 60 fausses toiles, dont des Pollock ou des Rothko, pendant 15 ans, par une marchande d'art avec qui il faisait affaire, et elle qui a encaissé 80 millions de dollars. Et ça, c'est sans compter les accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale qui ont été reprochées envers la meuf en question. Et ouais, tu te rends compte que forcément, quand il y a des grosses sommes en jeu comme ça, ça attire les loustiques mal intentionnés. Et du coup, au-delà des magouilles, pourquoi le marché de l'art a été autant surévalué pendant des années selon toi? Et surtout, en quoi c'est devenu l'arme de prédilection des ultra riches? T'inquiète pas mon pote, reste assis, je vais t'expliquer tout ça. Tu peux faire confiance à Yas. En gros, aujourd'hui, une grande majorité des gestionnaires de patrimoine conseillent à leurs clients ultra riches d'investir dans les œuvres d'art. Parce que pour les ultra riches, l'art, c'est pas seulement un objet de collection, c'est carrément un actif financier comme un autre. Notamment, ça permet de conserver la valeur, c'est vraiment un investissement alternatif dans un portefeuille diversifié au même titre que l'immobilier ou les investissements privés, dans le sens où même si c'est la crise et la hesse, et que toi, t'es censé tout perdre lors d'un crack boursier, t'inquiète pas que le patrimoine de l'ultra riche l'est bien à l'abri quand c'est investi dans étoiles. En gros, leur valeur fluctue pas autant que les investissements plus traditionnels, tu vois, comme les actions, tout ça. Et au final, aujourd'hui, c'est plus de 2000 milliards de dollars qui sont investis dans l'art chez les ultra riches. Mais sauf qu'on se rend compte qu'il y a quand même eu un peu une bulle, genre dans le segment des œuvres modernes, contemporaines et impressionnistes. Si les œuvres vendues à plus de 10 millions de dollars représentaient 50% du marché en 2022, genre en 2023, c'est juste 33%. Bref, je te la fais courte, en gros, on surévalue de moins en moins les œuvres. Mais t'inquiète pas que de toute façon, les ultra riches, ils voient pas ça juste comme un investissement, c'est aussi un super outil d'optimisation fiscale. Genre, faut savoir qu'en France, les œuvres d'art, sont exemptes d'impôt sur la fortune. Ça permet aussi de léguer à sa succession à un taux d'impôt réduit. Et rappelle-toi, vu que je t'expliquais la valeur d'une œuvre, c'est ultra subjectif, c'est-à-dire que dans le cadre d'une dotation, donc quand une personne donne de l'argent ou un objet à quelqu'un d'autre, le montant déclaré d'une œuvre, il peut être bien inférieur à la valeur réelle. Ce qui fait qu'ensuite, la personne qui reçoit, elle peut facilement faire ce qu'elle en veut, notamment le vendre sans payer aucun impôt. Alors que si la personne avait juste donné de l'argent dans le premier cas, il aurait fallu le déclarer et payer un impôt énorme dessus. Et aussi, c'est ultra pratique parce qu'une œuvre, ça peut vraiment être vendu n'importe où, dans le monde, en dollars, en euros ou d'autres devises, vraiment rendant les transactions ultra fluides, simples et discrètes. Bref, mon pote, la conclusion dans tout ça, si tu t'intéresses vraiment à l'art et que tu veux soutenir ça, intéresse-toi plutôt aux galeries indépendantes et aux artistes locaux. Essaie de comprendre un peu ce qui fait vraiment la valeur
marchande de l'œuvre. Parce que si d'un côté ce marché il fait énormément rêver avec ses ventes records et ses artistes stars, de l'autre il cache une réalité bien plus sombre où l'art c'est juste un prétexte pour manipuler, spéculer et même frauder. Mon pote, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de tout ça. J'ai vraiment envie d'avoir tes commentaires. Comme d'hab, de toute façon, moi je like et je réponds à tout. Si t'es nouveau sur cette chaîne et que t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu pour me soutenir, ça me fera énormément plaisir. Ça te permettra aussi de pas manquer chaque vidéo qui sort chaque dimanche où on parle d'histoire d'argent. N'hésite pas à cliquer ici sur ma dernière vidéo où je te parlais du traitement qui fait fureur en ce moment à 1000 balles par mois. En tout cas, mon pote, de mon côté, j'ai très hâte de te retrouver. Mes réseaux sociaux sont dans la description. Venez me rejoindre. Si vous voulez voir un peu les coulisses de cette chaîne, me suivre dans ma vie, je vous montre des petits extraits de ma life. En tout cas, moi les potes, j'ai très hâte de vous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.